Cet après-midi, Monsieur Jean-Philippe Vachia, président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Monsieur le Président, je vous remercie de vous être rendu disponible pour éclairer les travaux de notre commission d'enquête. Vous nous ferez part de votre appréciation du risque d'ingérence dans le financement de notre vie politique et qui serait de nature à exercer une influence étrangère malveillante sur le débat public, et à plus forte raison dans le contexte actuel marqué par le lancement de la campagne pour les élections européennes, voire des Jeux olympiques. Notre commission d'enquête sera également à l'écoute de toute proposition pour améliorer notre droit ou nos pratiques dans le sens d'une meilleure prévention de telles opérations d'influence qui sont susceptibles de déstabiliser le fonctionnement de notre démocratie. Avant de vous donner la parole, il me revient de rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434 13, 434 14, 434 15 du Code pénal. Je précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens ou conflits d'intérêts en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Non, non, vous pouvez rester assis. Voilà. Merci. Je vous remercie. Cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera diffusée sur le site internet et, le cas échéant, les réseaux sociaux du Sénat, puis consultable en vidéo à la demande. Elle fera l'objet d'un compte-rendu. Monsieur le Président, si vous êtes d'accord, je vous propose de tenir un propos liminaire de 15-20 minutes et ensuite de quoi Monsieur le rapporteur pourra solliciter des précisions ainsi que les collègues, sachant qu'on va essayer de terminer à 15 heures puisque nous avons une autre audition. Donc je pense qu'en 1 heure, on doit avoir fait le tour de la question. Monsieur le Président, sans plus attendre, je vous cède la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'être convié par votre commission d'enquête. J'avais été amené à intervenir devant la commission d'enquête, j'allais dire homologue de l'Assemblée nationale l'année dernière, et je reprendrai certains des propos, mais je ne veux pas non plus redire exactement ce que j'ai dit, mais essayer de... D'abord, les choses ont un peu évolué depuis 1 an, et donc peut-être développer un peu plus certaines choses que je n'avais pas développées il y a 1 an pour maintenir l'intérêt de mon intervention, même si les problèmes demeurent les mêmes. Donc je vous rappellerai nos attributions en 2 mots, mais vous le savez, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous avons 2 grandes attributions. Le contrôle des comptes de campagne des candidats aux élections politiques, et notamment, bien sûr, aux élections sénatoriales, qui se traduit par l'approbation, le rejet ou l'approbation avec réformation et éventuellement modulation du remboursement du compte de campagne, et puis la vérification du respect par les partis politiques de leurs obligations comptables. Et j'insiste sur le mot vérification, ce n'est pas un contrôle étendu. Alors, l'intervention aujourd'hui prend un relief particulier dans le cadre de la campagne pour les élections au Parlement européen, qui évidemment nous inscrit dans un contexte qui se caractérise par le fait que pour nous, la campagne, elle couvre les 6 mois qui précèdent le mois de l'élection, c'est la période de financement. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est peut-être dire en 2 mots, axer mon intervention sur tout ce qui, de près ou de loin, a un rapport avec les interventions, les risques d'intervention étrangère directe ou indirecte. Et je ferai une distinction entre la situation qui existait avant la loi Confiance dans la vie politique de 2017, mais j'irai assez vite parce que j'en ai déjà parlé l'année dernière, et je serai plus précis, plus long sur la situation en gros d'aujourd'hui, avec un accent particulier mis sur les élections au Parlement européen qui sont l'actualité.
Donc, avant 2017, l'idée, c'est qu'il faut protéger les campagnes électorales d'ingérence étrangère. Et donc, dans la loi, sous l'angle qui est le mien, qui est le nôtre, qui est le financement, il y a eu dès le départ l'interdiction des concours et des aides des États étrangers dès les lois de 88 et 90, interdiction des contributions et aides matérielles directes et indirectes des États étrangers, des personnes morales de droit étranger. Donc je ne fais pas volontairement de développement pour gagner du temps. Deuxième point qu'il faut rappeler, en France, et ce n'est pas le cas dans d'autres pays de l'Union européenne, par exemple en Allemagne, les concours de personnes morales sont interdits depuis 1995, complètement interdits. Concours direct ou indirect sous forme de rabais, d'avantages, etc. Troisième point que je veux indiquer, la situation des contributions des personnes physiques. Avant 2017, les dons des personnes physiques étaient déjà plafonnés. Vous le savez d'ailleurs parce que vous y avez recours. Pour les campagnes, c'est 4 600 € par campagne, tout candidat confondu. Donc ça peut être 10 fois 460, mais pas plus de 4 600. Et pour les partis politiques, c'est 7 500 € par an, tout parti confondu. Si vous avez un couple, bien, monsieur peut verser 4 600, madame 4 600, ça fait 9 200. Mais la même année, monsieur peut verser 7 500 au parti, madame 7 500 au parti, sachant néanmoins que l'avantage fiscal qui est attaché, qui est la déduction de 66% dans la limite de 20% du revenu, est plafonné à 15 000 € par année. Mais il n'y avait pas de condition de nationalité avant 2017. Et avant 2017, il pouvait y avoir des prêts de personnes physiques, mais qui n'étaient pas ou guère encadrés pour les campagnes électorales et pour les partis. Pour les campagnes électorales, il n'y avait pas donc de règles particulières. Le phénomène était assez limité, sous une réserve très importante que je vais émettre immédiatement après, c'est le financement des partis ou groupements politiques. Et là, il pouvait y avoir des emprunts auprès de personnes physiques sans grande condition. Or, il y en a eu. Il y en a eu auprès de personnes physiques, notamment le Rassemblement national pour financer la campagne de Marine Le Pen en 2017, mais emprunt remboursé l'année suivant l'élection, des emprunts de l'ancien parti Cotelec de Jean-Marie Le Pen, ainsi qu'un emprunt du parti Les Républicains remboursé depuis en 2013. Je terminerai en parlant des emprunts auprès de personnes morales qui n'étaient pas réglementés avant 2017. Donc, n'importe quelle personne morale pouvait prêter. Et vous avez toujours Cotelec et puis le fameux emprunt russe du Rassemblement national sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Alors, la loi du 15 septembre 2017 sur la confiance dans la vie politique, du point de vue qui est le nôtre aujourd'hui, a rajouté un certain nombre de conditions très utiles. D'abord, elle a fait prononcer une interdiction générale des prêts de toute personne morale. Donc maintenant, le principe, c'est l'interdiction des prêts, sauf par des partis politiques au sens de la loi de 88 ou par des banques de l'espace économique européen. Les prêts des personnes physiques sont désormais encadrés tant pour les campagnes que pour les partis, j'y reviendrai dans quelques instants. Et pour les dons des personnes physiques, un point essentiel est rajouté. Une personne physique peut verser un don si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Pour les partis politiques, on a les dispositions homologues, même chose, capacité d'emprunt limitée aux mêmes personnes. Ce
ce que je voulais ajouter, c'est que les obligations d'information sur les emprunts des candidats ou des partis sont considérablement développées par la loi de 2017. Pour les comptes de campagne, donc, les contrats d'emprunt doivent être livrés et les données essentielles sont non seulement fournies, mais sont publiées par nos soins après. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez avoir, en regardant les data sur data.gouv, les données de la campagne législative, vous avez tous les emprunts contractés par les candidats. Et l'autre point, c'est l'encadrement des prêts des personnes physiques. Alors, l'encadrement des prêts des personnes physiques, ce qui est très important, c'est qu'elles ne peuvent... Maintenant, il y a des butoirs. Durée limitée à 5 ans et ramenée à 18 mois pour les campagnes lorsque le prêt est consenti sans intérêt ou à un taux inférieur au taux d'intérêt légal. Et d'autre part, les prêteurs doivent chaque année... Les emprunteurs, pardon, donc les candidats doivent chaque année fournir à la Commission la preuve du remboursement des emprunts. Nous dépensons une énergie considérable à nous en assurer. Donc, j'ai parlé des dons des personnes physiques, tant pour les campagnes que pour les partis. Et dans la limite de nos pouvoirs, donc, nous veillons à respecter ce cadre plus exigeant, c'est-à-dire que, malgré tout, en soulignant que pour les dons, c'est essentiellement déclaratif, c'est-à-dire qu'en réalité, le parti ou le candidat fait remplir une fiche dans laquelle le donateur dit « je suis nationalité française » ou « je réside, ma résidence fiscale est en France », mais nous n'avons pas des moyens de contrôle. Il peut y avoir des difficultés en outre lorsque on utilise un service de paiement, un prestataire de service de paiement pour recevoir ces données. Et pour les emprunts, donc désormais, l'annexe des comptes de campagne, comme je disais tout à l'heure, comprend un tableau, des indications sur les pays d'établissement. Donc pour vous donner une indication, par exemple pour le législatif 2022, il n'y a pas eu d'emprunt auprès d'un établissement bancaire non français. Tous sont des établissements bancaires français. Et pour les mêmes élections, pour les prêts des personnes physiques, alors le pays d'origine en réalité n'était pas toujours mentionné, mais il était mentionné dans l'immense majorité des cas. Et sur 530 occurrences, on a 7 cas où le pays d'origine n'est pas la France. Alors, la deuxième partie maintenant de mon exposé, c'est les risques, les marges d'incertitude. Donc il y avait d'abord le poids du passé dans les comptes des partis politiques, c'est-à-dire la persistance après 2017 d'emprunts contractés auprès de banques ou de personnes physiques à des conditions qui n'étaient pas du tout celles qui ont été fixées par la loi en 2017. Je passerai sur les emprunts auprès de personnes physiques, les vieux emprunts auprès de personnes physiques qui encombrent, si vous me pardonnez l'expression, les bilans de certains partis sur lesquels nous sommes extrêmement insistants. Un mot sur l'emprunt dit russe, contracté par le Rassemblement national en 2017. C'était un emprunt à 5 ans, remboursable à terminaison, donc en 2019. Entre-temps, la banque prêteuse initiale a fait faillite. Sa créance a été reprise par un autre établissement. Et par ailleurs, il y a eu une renégociation de cet emprunt en 2019, sanctionné par le tribunal, enfin l'équivalent du tribunal de commerce de Moscou, enfin l'équivalent d'un notre tribunal de commerce à nous, si vous voulez, le tribunal de commerce de Moscou, qui prévoit un rééchelonnement de cet emprunt du règlement de cet emprunt, donc de 2020 à 2028, avec toujours le même taux d'intérêt qui est de 6%, je l'ai déjà dit l'année dernière. Le Rassemblement national s'est acquitté de ses remboursements chaque année. Il lui restait 6,5 millions à rembourser le 31 décembre 2022. Il a indiqué, le Rassemblement national, en septembre 2023, qu'il avait entièrement remboursé ce prêt. Nous attendons d'avoir le compte de campagne, donc le compte du parti politique le 30 juin, pour
vérifier que tel a bien été le cas. La question qui s'était posée pour nous, en réalité, et qui est illustrée dans le rapport de Madame Le Grip pour la commission d'enquête de l'Assemblée, c'était de savoir s'il y avait une novation, un nouvel emprunt lorsque ça a été renégocié, ou c'était la poursuite de l'ancien. Après réflexion entre nous, nous avons considéré que c'était la poursuite de l'ancien emprunt. Voilà. Alors, nous avons deuxième... donc, normalement, avec le temps passant, le poids du passé va disparaître. Ce qui ne disparaît pas, c'est le problème des prêts des personnes physiques sous la nouvelle législation. D'abord, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pas de condition de nationalité française ou de résidence sur le territoire national, ce qui me paraît absolument incroyable. Deuxièmement, nous avons constaté que pour certains candidats, ces prêts pouvaient représenter des montants très importants, très significatifs, compte de campagne par compte de campagne. Or, nous n'avons aucune possibilité de vérifier la surface financière du prêteur pour nous assurer que c'est bien lui qui prête sur ses deniers et que ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'on va avoir de nouveau le problème avec les comptes de campagne des élections européennes. Il va falloir encore être très vigilant. Et enfin, je signale au passage, même si c'est à la marge de cette commission, que la loi interdit les prêts consentis à titre habituel, c'est-à-dire que les personnes physiques ne peuvent pas devenir des prêteurs systématiques habituels. Or, nous avons constaté un certain nombre de cas, et je peux vous indiquer, ça je ne l'ai pas dit l'année dernière parce qu'on n'en était pas encore là, que nous avons saisi les procureurs de la République et Tracfin d'un certain nombre de situations qui nous paraissaient problématiques. Pour vous donner un exemple de ce que représentent les prêts des personnes physiques, pour les élections législatives, les ressources totales des candidats étaient de 66,2 millions. Les dons représentaient 10,8 millions et les prêts de personnes physiques 7 millions. Donc vous voyez, c'est un peu plus de 11%, 12% des ressources. Dans les derniers comptes disponibles des partis politiques, la dette totale des partis politiques français, c'est 134,2 millions, à rapprocher, soit dit en passant, de 254 millions d'actifs. Donc si on fait un bilan global de la situation des partis politiques français, ça va, leur situation est saine, mais je ne dirais pas la même chose de certains partis. Et sur le total de dettes des partis politiques, les dettes auprès des personnes physiques, c'est 37,4 millions. Donc ce n'est pas un chiffre ridicule du tout. Le troisième point d'interrogation qui est vraiment d'actualité, c'est le cadre européen pour les élections au Parlement européen. Alors, le cadre européen du fonctionnement des partis politiques ne concerne que les partis politiques européens. Bien évidemment, ça reste une compétence nationale, la législation sur le financement des campagnes. Mais depuis le règlement de la commission du Conseil du Parlement de 2014, donc il y a un cadre qui définit le statut des partis politiques européens et il y a une autorité, un organisme qui est plus ou moins notre équivalent, si vous voulez, au niveau européen à Bruxelles, qui est l'autorité pour les partis politiques, les fondations européennes. Je rappelle qu'il existe 10 partis politiques européens aujourd'hui et que 16 partis politiques français y sont affiliés. Tous les grands partis, mais sauf Renaissance, LFI et Reconquête. Ils n'ont pas d'affiliation à un parti politique européen. Alors, je voudrais simplement dire deux choses sur les partis politiques européens qui touchent la problématique d'aujourd'hui. Les partis politiques européens peuvent comporter parmi leurs membres, enfin, comportent normalement parmi leurs membres des partis politiques nationaux, des 27. Mais il n'est pas formellement interdit d'avoir des partis de pays hors Union européenne comme membres, alors sous différents statuts, affiliés, partenaires, etc. Et dans le rapport tout à fait public de l'APPF, l'autorité européenne, vous avez la liste à la Prévert de tous ces partis hors Union européenne qui sont affiliés à des partis politiques européens. Il y a même des partis russes et biélorusses. Je vous indique cependant qu'il s'agit de partis d'opposition dans ces deux pays. Et deuxièmement, ces partis politiques, en fait,
in concreto, ils sont essentiellement financés par des subventions distribuées par le Parlement européen. Mais ils peuvent aussi percevoir des dons, et des dons aussi bien de personnes physiques que de personnes morales, à la différence de notre système national. Et ces dons sont plafonnés à 18 000 euros par donateur. Néanmoins, au-dessus de 3 000 euros, ils sont publiés, c'est-à-dire on connaît le nom de la personne. Alors, nous avons deux points. Je voudrais souligner 2 points. Un point extrêmement compliqué pour nous, qui est le rôle des partis politiques européens dans la campagne électorale nationale. Parce que le règlement de 2014 dit que, avec les subventions qu'ils touchent, les partis politiques européens peuvent participer à la campagne pour l'élection au Parlement européen, mais le même règlement dit qu'ils n'ont pas le droit de financer directement ou indirectement des partis politiques nationaux. Le Conseil d'État, dans un avis du 19 mars 2019, a considéré que la règle spéciale, si vous voulez, l'emportait sur la générale, et que donc il pouvait y avoir des financements indirects de partis politiques nationaux pendant la campagne. Et donc nous sommes tenus par cet avis. Mais je simplifie, parce que dans l'avis, il y a d'autres choses. L'autorité européenne des partis politiques, elle, considère que l'interdiction générale vaut aussi pour la campagne pour les élections au Parlement européen. C'est-à-dire que la doctrine de la PPF, c'est que le parti politique européen, mettons les partis populaires, si vous voulez, peut faire une campagne sur les idées du Parti populaire européen dans les 27 pays, mais il ne peut pas financer indirectement, en France par exemple, les Républicains. Mais, il y a encore un mais par rapport au mais, néanmoins, il peut y avoir des actions communes ou des cofinancements, par exemple des meetings tenus en commun. À ce moment-là, la PPF dit il faut que dans ces cas-là, le logo, l'intervention du parti politique européen soit soigneusement distincte de celle du parti national. Dans notre guide du candidat et du mandataire, que nous consacrons 3 pages à cette problématique très compliquée, que je simplifie outrageusement dans mon exposé oral, pour dire que nous demandons que dès qu'il y a une action en France d'un parti politique européen qui se rattache à la campagne d'une liste, elle doit être, si elle donne lieu à des dépenses, elle doit être retracée dans le compte de campagne comme cofinancement, dans une annexe particulière, mais que c'est sans préjudice de la position que prendra éventuellement, ultérieurement, l'autorité européenne des partis politiques. On va voir comment les choses vont se passer, parce que pour ajouter encore à la complexité du sujet, la même autorité européenne des partis politiques nous dit que les partis politiques européens peuvent faire campagne pour le candidat chef de file au niveau de l'Union européenne, le Spitzenkandidat en allemand, et candidat commun. Candidat chef de file global, si vous voulez. Pas chef de file. Non, c'est pas le chef de file national, c'est le. Moi, je vous le dis, il y a des mots en français, c'est ça que vous dites. Oui, mais personne ne les emploie. Mais si vous pouvez, ça nous faciliterait les choses. D'ailleurs, je crois que le Parti socialiste européen a son chef de file, me semble-t-il. Oui. Chef de file. Bon, ça, mais appelons-le chef de file européen. Alors, il peut y avoir des difficultés si le chef de file européen se trouve être la tête de liste nationale. Donc, imaginez que Marie Toussaint était désignée, ce n'est pas le cas, chef de file écologiste européenne. Là, le parti écologiste européen peut faire campagne pour elle, mais c'est considéré comme différent de la campagne qu'elle mènerait parallèlement pour l'élection au Parlement européen. Mais nous disons, attention, s'il y a des dépenses qui lui profitent, elles doivent être dans le compte de campagne. Donc, vous voyez, c'est quand même très compliqué. Ce règlement de 2014, il est en cours de modification, notamment pour assouplir les critères de financement indirect. L'autre point sur lequel je voudrais insister, qui est un point tout à fait d'actualité,
avant de terminer, sur les partis politiques européens, ils ont exactement pour les dons les mêmes problématiques, les mêmes interrogations que nous, à savoir que les dons ne peuvent provenir que de personnes habitant dans l'un des 27 pays de l'Union européenne, mais comme nous, ils constatent qu'ils n'ont pas de pouvoir pour vérifier qui est à l'initiative, qui est le vrai payeur, c'est-à-dire pour s'assurer que ça vient bien des fonds personnels du donateur. En ce qui concerne, je voudrais vous parler aussi en un mot donc du nouveau règlement européen sur la publicité politique qui a été adopté par le Conseil européen en accord avec le Parlement le 12 mars 2024, qui est en voie de publication, et alors qui est sans préjudice, si vous voulez, des règles nationales. C'est-à-dire qu'il fixe un cadre restrictif par rapport à la publicité politique, mais ça n'empêche pas que nos règles nationales, qui, vous le savez, interdisent la publicité politique pendant 6 mois, continuent à s'appliquer. Simplement, il ajoute des choses très intéressantes par rapport à votre et notre problématique, c'est l'obligation de publier par les éditeurs les sponsors, les financeurs des publicités à caractère politique. Et ça, c'est très intéressant, ça sera très intéressant à terme. Je terminerai très vite en disant que dans le cadre de cette campagne, évidemment, le problème des influences étrangères, j'enfonce une porte ouverte, va se retrouver, que nous, notre approche du sujet, c'est l'emploi des réseaux sociaux et, je dirais, le réseau social en tant que canal de campagne électorale, et donc on essaye, on a déployé des moyens pour mieux suivre les réseaux sociaux et pour éventuellement essayer de caractériser ce qui pourrait éventuellement être un soutien indirect à tel ou tel candidat. Donc en conclusion, je reprendrai d'ailleurs les questions qui ont été posées j'ai répondu, mais il me reste à répondre sur les points qui étaient en recommandation de la commission de l'Assemblée nationale que vous reprenez dans vos interrogations. Il faut à l'évidence imposer une condition de nationalité ou de résidence en France pour les prêteurs personnes physiques. J'ajouterais réparer un oubli. On a complètement oublié de dire qu'il fallait aussi une condition de nationalité pour les cotisants des partis politiques. Je ne pense pas que c'était voulu, c'est un oubli. Et j'ajouterais enfin, nous pensons qu'il faudrait fixer un plafond par prêteur à déterminer, mais il faut arrêter avec des prêts qui peuvent être gigantesques. Deuxième chose, et j'insiste beaucoup sur la commission que je préside. Moi, je ne viens pas réclamer de l'argent supplémentaire ou que sais-je. Je demande simplement à avoir des moyens d'enquête supplémentaires, des moyens juridiques, c'est-à-dire saisir Tracfin pour obtenir des informations. Bien sûr, nous envoyons tout ce que nous constatons qui nous paraît poser problème à Tracfin, mais Tracfin n'a pas le droit de nous délivrer des informations. Deuxièmement, avoir accès aux fichiers FICOBA. Troisièmement, pouvoir exiger au final de toutes les personnes physiques qui consentent des dons ou des prêts, voire même contribuent à des campagnes, par exemple des colistiers sur des listes, de nous donner des éléments probants sur l'origine des fonds. Je pense qu'il y a une spécificité aussi, c'est pour l'élection au Parlement européen, c'est que vous avez 81 personnes sur chaque liste et que l'apport personnel du candidat, ce n'est pas seulement le chef de file, ce sont les 80 autres membres. Je passerai vite sur le problème de l'accès au crédit bancaire. Nous rejoignons en partie le rapport du médiateur du crédit. Je dirais qu'il y a 2 sujets. Un sujet accès au compte bancaire, qui est essentiellement un problème pour les petits candidats, qui pourrait sans doute se régler par un système de service public de base, comme pour les personnes modestes qui peuvent toujours ouvrir un compte en banque à la poste. Et puis, un vrai problème, c'est vrai, la capacité pour un candidat d'emprunter auprès d'une banque de l'Union européenne qui n'a pas été réglée jusqu'à présent. Mais il nous semble qu'elle doit pouvoir être réglée autrement que par instituer une banque de la démocratie qui ne serait pas du tout adéquat par rapport aux problèmes posés. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je vais laisser tout de suite la parole à notre rapporteur. Peut-être pourrez-vous, à l'occasion des questions qu'il va vous poser, nous dire de quels moyens vous disposez réellement et pratiquement pour surveiller les réseaux sociaux, mais peut-être qu'on y reviendra. Et donc, je laisse la parole à Rachid Temal. Merci, Monsieur le Président. Comme le temps nous est compté,
propose, je vais essayer de faire des questions courtes pour des réponses courtes, ce qui permettra aussi aux collègues de poser des questions. Et ma première question était celle que vient de poser le président. Vous évoquez le fait que vous avez pointé le fait que les ingérences étrangères, vous évoquez notamment principalement les réseaux sociaux. Quels sont donc les moyens que vous avez et qu'est-ce qu'il faudrait ajouter ou améliorer pour que cette surveillance soit, on va dire, la plus efficace possible? Alors, dans les suggestions que j'ai faites, les propositions, il y en a une que je n'ai pas repris dans mon exposé, mais que nous remettrons dans notre rapport d'activité là, qui sera publié au mois de juin, c'est avoir un droit de communication, un droit d'accès aux éditeurs, enfin aux gestionnaires de plateformes, de grandes plateformes, si vous voulez, pour avoir un certain nombre d'indications lorsque, notamment, nous nous posons des questions sur l'origine d'un certain nombre de publications sur les réseaux sociaux et qui semblent être des contributions à des campagnes, mais qui ne sont pas clairement reconnues comme telles par le candidat. Mais ça, c'est un des aspects des choses. Par ailleurs, nous dédions un chargé de mission à plein temps à la surveillance, j'allais dire, en plus de ce que font nos chargés de mission, j'allais dire électoraux, si vous voulez, à la surveillance de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça nous apprend énormément de choses, si vous voulez, et notamment sur tous les sujets actuels. C'est un moyen aussi de voir tous les événements de campagne qui ne sont pas forcément déclarés dans les comptes de campagne, même si en général nous avons aussi ce qu'on appelle des signalements, c'est-à-dire des opposants par exemple à telle liste qui nous signalent tel ou tel comportement qu'il estime déviant. Et nous recevons en ce moment des dénonciations, si vous voulez, et il faut savoir que nous examinons systématiquement ces points. Si on dit il y a quelque chose qui ne va pas, on engrange et on va le confronter avec le candidat au moment où on examinera ses comptes. C'est-à-dire concrètement combien de personnes, c'est tout est fait manuellement ou il y a des systèmes qui permettent de trier au deuxième avec de l'automatisation? Alors on aimerait bien, c'est notre objectif, c'est d'avoir un système automatisé, mais je vais être franc avec vous, il n'existe pas actuellement. C'est-à-dire que. Combien de personnes travaillent sur ces questions? Alors on a un chargé de mission qui ne fait que ça, et par ailleurs, si vous voulez, je rappelle que notre service du contrôle des affaires juridiques comprend un chef de service, un adjoint au chef de service et 8 chargés de mission qui sont chacun, pour vous donner l'exemple par exemple de l'élection au Parlement, chargés de suivre 1, 2 ou 3 listes, enfin une grande liste et puis quelques petites listes. Donc si vous voulez, eux aussi font de la veille en ce moment, ils font ça essentiellement si vous voulez, c'est leur principal travail. Et nous avons également un autre chargé de mission qui fait veille presse écrite. C'est pas parce qu'on regarde les réseaux sociaux qu'ils font oublier la presse écrite et la presse audiovisuelle également. Merci. Sur les questions d'agence, est-ce qu'on peut considérer que depuis on va dire, plusieurs élections, vous avez pu en constater, en qualifier, les identifier, ou cela n'a pas été encore vous n'avez pas de preuves ou d'éléments sur telle ou telle élection? Alors, ça dépend jusqu'à quelle période on remonte. Il y a le problème sur l'emprunt russe. Sur l'emprunt russe, je renvoie à ce qui a été dit devant la commission d'enquête l'année dernière. Je n'ai pas de raison de dire des choses différentes. Mais donc vous considérez que sur l'emprunt russe, il n'y a pas d'ingérence? Ah non, pas du tout. Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais c'est une autre commission d'enquête, c'est bien qu'on l'entende. Non. Nous, notre sujet, c'est qu'en 2014, on pouvait emprunter auprès d'une banque russe sans conditions particulières. Et évidemment, je dirais, d'autres que nous pouvaient faire le rapprochement entre le prêt consenti par cette banque et puis les prises de position du Rassemblement national. Ça, c'est une chose.
Aujourd'hui, ça n'est plus possible et je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que ça ne peut être que les prêts ne peuvent plus être consentis que par une banque d'un établissement de l'Union européenne, enfin de l'espace économique européen. C'est-à-dire des établissements par définition sérieux qui vont faire passer à la moulinette, si vous voulez, de critères prudentiels les prêts qu'ils vont consentir. Et donc, même si c'est un établissement, j'allais dire, espagnol ou portugais, ça sera examiné avec sérieux, donc je pense qu'il n'y a pas de risque. Deuxièmement, dans les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, il y a eu en 2017... Est-ce qu'on peut rester sur celle de 2014? Oui. Ma question, considérez-vous que le prêt de 2014 aux banques russes au parti Rassemblement national a permis ou constitue une ingérence étrangère dans la vie politique française? J'ai mon opinion personnelle. Hein. Mais, vous avez prêté serment. oui, mais c'est difficile à dire parce que la commission que je préside n'a jamais pris une position pour me permettre de répondre positivement à votre question. C'est-à-dire que nous avons constaté, sous mon prédécesseur, je n'étais évidemment pas là en 2014, qu'elle a regardé si on avait le contrat d'emprunt, quels étaient les taux d'intérêt. Taux d'intérêt de 6%, ce n'était pas du tout donné, hein, c'était même un taux beaucoup plus élevé que les taux auxquels se financent, par exemple, se sont financés les candidats à l'élection présidentielle, enfin la plupart, hein, des candidats à l'élection présidentielle. Si je regarde les taux consentis par le Crédit Coopératif aux principaux candidats à la présidentielle, puisque c'était surtout le Crédit Coopératif, les taux étaient entre 1 et 1,8. Mais après, vous me demandez si, face à ce prêt, en quelque sorte, à cet emprunt, donc, il n'y a pas de contrepartie. Est-ce qu'il n'y avait pas de contrepartie? Mais ça, monsieur le rapporteur, je ne peux pas vous répondre, parce que la commission que je préside n'a aucun moyen pour le savoir. Et aujourd'hui encore, et c'est ça notre angoisse, mon angoisse, c'est que autant maintenant je suis rassuré parce que les emprunts bancaires ne peuvent être consentis que par des établissements professionnels, mais qui sont soumis à BAL 3, aux règles de l'Union européenne, et qui vont faire ça, ils sont presque plus sévères que pas assez. Mais les emprunts, les sommes qui viennent de personnes physiques, que je vois dans le bilan de certains partis, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Ça vient, et ils nous disent c'est M. Dupont, Mme Durand, mais cet argent, quand c'est 100 000 ou 200 000 euros, voilà. Avant de revenir sur les questions de prêt personnel, je reste sur les banques. Est-ce qu'on peut imaginer, avons-nous la garantie qu'une banque d'un pays qui sera, on va dire, sous influence, en tout cas proche, pour le coup, si on prend le cas toujours de la Russie, de la Fédération de Russie, pourrait aussi faire un prêt à une liste dans la prochaine élection? On pourrait imaginer, par exemple, la Hongrie. Un établissement bancaire hongrois peut très bien faire partie de l'Union européenne. Il est, à partir du moment où il est enregistré, etc. Non, mais on peut considérer donc de fait que la question des ingérences par intermédiaire pourrait être réelle. Ça dépend ce que vous appelez ingérence étrangère. Vous pouvez aussi parler de l'ingérence de la Hongrie elle-même. Pardon, excusez-moi, ça peut être l'ingérence de tel ou tel pays, hein. Mais effectivement, ce que nous n'avons pas, nous n'avons aucun moyen, si vous voulez, a fortiori à l'écart des établissements bancaires, pour savoir si la décision qu'ils ont prise a une coloration particulière qui ferait présupposer une influence étrangère. Moi, je constate, je fais un raisonnement à contrario, si vous voulez. C'est que pour les élections nationales, vous avez essentiellement les banques mutualistes et coopératives qui font des prêts. Les grandes banques commerciales sont plutôt en retrait. Et quand on compare les taux d'intérêt, c'est clair qu'ils ne font pas de cadeaux aux plus petits candidats, aux candidats qui ont moins de chances d'être remboursés, mais les candidats obtiennent leurs prêts. Sauf Marine Le Pen, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, Marine Le Pen n'a pas trouvé d'emprunt auprès d'un établissement bancaire national. Donc mon collègue Jean-Raphaël Alventosa, médiateur du crédit, en parle abondamment dans son rapport. Et elle est donc allée voir une banque hongroise qui est légale, si vous voulez.
c'est tout à fait légal. Après que cette banque hongroise se trouve être dirigée par une personnalité qui se trouve être proche de M. Orban et savoir que M. Orban a des positions pro-russes, je le sais comme tous les Français qui lisent la presse, mais je ne peux pas en tirer des conséquences particulières, si vous voulez. Et vous avez raison, mais en même temps, tout ça pourrait... Qu'en est-il des banques qui auraient des filiales hors Union européenne? Alors, des banques françaises... Des banques européennes? Non, des banques européennes qui auraient des filiales... Donc là, elles pourraient effectivement, parce qu'il y aurait non, aussi... il faut que ça soit une banque J'entends bien. de l'Union européenne. Donc ça peut pas être la filiale hongkongaise D'accord. d'une banque russe, d'une banque hongroise, pardon, excusez-moi. Je reviens d'un instant sur les prêts, donc les prêts et les dons des personnes physiques. Donc là, pouvez-vous peut-être détailler, et après je m'arrêterai là vraiment pour laisser à mes collègues la possibilité de poser des questions. Enfin, j'en aurai une dernière après. Là, quelles sont les mesures concrètes, mais précisément ce que vous nous proposez concrètement à la commission d'enquête pour justement vous permettre d'être en capacité d'identifier, de vérifier si ce ne sont pas des prête-noms ou si les personnes dans les surfaces, comme vous l'évoquez. Écoutez, moi je vais vous donner un exemple, notamment par rapport à ce qu'on appelle la catégorie des prêteurs dits habituels, c'est-à-dire des gens qui prêtent et reprêtent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. J'ai encore signé aujourd'hui un signalement à Tracfin et au procureur de la République, un cas de ce type-là, un monsieur qui, d'élection en élection, prête mais des sommes vraiment très importantes. Nous, ce que nous demandons, c'est de demander à Tracfin d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, d'où vient cet argent, quels sont les circuits, premièrement. Deuxièmement, d'aller voir... capacité de saisir. De saisir pour obtenir qu'il fasse une enquête pour nous, si vous voulez. Ce n'est pas le cas pour nous. Ils sont intéressés. Donc nous, on fait notre devoir. On leur envoie, mais c'est à sens unique. C'est pas qu'ils soient de mauvais vouloir. La demande, c'est une saisine et donc de fait une réponse. Et une réponse pour nous dire oui, parce que si vous voulez, je cherche tel nom, on cherche tel nom, on ne sait pas. Mais comment ce monsieur peut-il trouver tant d'argent? Enfin, si vous voulez, parfois des sommes considérables. 2, FICOBA, c'est le fichier des comptes bancaires. Et 3, et ça j'y attache beaucoup d'importance, et je reprends sous une forme un peu différente une attente pour la commission que je préside, si vous voulez, c'est que nous voudrions pouvoir exiger, si vous voulez, des preuves de toute personne physique que les fonds qu'il verse viennent bien de son portefeuille, mettons, de son assurance vie, de son compte d'épargne, et que ça ne lui a pas été versé avant-hier. Moi, je vous signalerai, je vais vous donner un exemple. Nous avons été bombardés de questions par une personnalité qui se situe à l'extrême droite, qui essayait de nous faire dire que, en gros, il avait trouvé cette personnalité à 1 million d'euros. Et il essayait par tous les moyens de nous faire dire que s'il n'avait pas ces 3%, il n'aurait pas de remboursement, bien sûr, de l'État, et que donc ça ne serait pas grave et que ça n'irait pas au-delà. Or, nous, notre point, c'est justement que dans tous les cas, le prêt consenti soit remboursé. Sinon, si vous voulez, c'est un soutien qui peut être abusif si ça vient d'une source, si vous voulez, extérieure. Mais dans le cas de cette personne-là, c'est terriblement frustrant pour nous, parce qu'on peut se poser des tas de questions, mais on n'a aucun moyen juridique, nous, d'aller voir d'où vient en réalité cet argent. Mais j'ai peur de ne pas bien comprendre. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'un candidat potentiel à l'élection européenne, qui serait sur la, on va dire, sur la partie la plus à droite, l'extrême droite très très à droite, vous propose de pouvoir avoir un don, un prêt. Non, alors, il ne peut pas avoir de don. Non, mais ma question... Le don, c'est 3 millions. D'accord, donc les 1 million... S'il a un parti politique, 7 non, ça j'ai compris, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Vous parlez d'1 million d'euros. 1 million d'euros, ça pourrait être... À l'heure actuelle, vous pouvez très bien avoir une personne physique qui fasse un prêt de 1 million d'euros, c'est pas interdit. C'est le cas présent. Alors, en fait, ce qu'il voulait, c'était ne pas être obligé, en outre, de rembourser ce prêt. C'est-à-dire, en fait, s'il a moins de 3%, cette personne, il n'aura pas son remboursement de l'État.
Donc il ne pourra pas, remboursement qui, je rappelle, est de 47,5 du plafond légal, c'est-à-dire, mettons, 4,2 millions environ, c'est ça, 4,2 millions. Et donc, il voulait pouvoir, le cas échéant, ne pas rembourser, ce qui se transforme en don. Donc évidemment, on lui a répondu, bah non, on lui a répondu non, enfin non, c'est pas imaginable. Mais ce qui m'ennuie, moi, dans ce cas-là, ce qui m'ennuie véritablement, c'est notamment avec les 80 personnes qui se trouvent sur les listes, c'est les apports personnels s'ils sont très significatifs. Et dans le cas, je vais plus loin. Donc, un candidat qu'on pourrait imaginer avec un parti commençant par un R. Non, mais c'est pas lui. Ah, bah alors, ma question c'est donc un autre parti qui est excusez-moi, je m'intéresse. Bon. De toute façon, personne n'a pas déposé de liste pour l'instant. D'accord. Non, voilà. Non, mais donc cette personne, donc là, ce serait de faire entrer un prêt d'1 million d'euros. Oui. Qui ne serait pas un prêt, qui serait un don. C'est ça le risque, si vous voulez. Qui serait un prêt en disant je ne suis pas remboursé, c'est pas grave. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la personne vous demande ou vous informe qu'elle n'envisage pas d'être remboursée. Il y a des tas de listes qui se présentent aujourd'hui qui savent très bien qu'elles n'obtiendront pas les 3%. Oui, mais d'accord, mais je vois pas... Si la personne considère qu'elle n'a pas besoin d'être remboursée, je ne vois pas pourquoi elle vous demande l'autorisation de ne pas être remboursée. Non, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la personne, normalement, quand vous recevez un prêt d'une personne physique, vous devez le rembourser. Que vous, candidat, ayez été remboursé par l'État ou pas, vous devez rembourser. C'est souvent d'ailleurs ce que les candidats ne comprennent pas, parce qu'ils nous disent, on leur dit, vous n'avez pas remboursé votre prêt, et ils nous disent, oui, mais j'ai pas eu mon remboursement de l'État. On leur dit, c'est malheureux pour vous, mais vous êtes obligé de rembourser. Alors, les partis politiques, certains partis politiques ont des systèmes dans lesquels, lorsque le candidat a moins de 5%, en règle générale, ou ici 3%, le prêt du parti se transforme en contribution définitive. C'est possible, à la condition que ça soit fait avant le dépôt du compte. Et ça, on l'accepte tout à fait, parce que la règle est claire, évidemment, et il n'aura pas de remboursement au titre de la contribution du parti. Ça, c'est tout à fait clair. Mais là, c'était un candidat qui se plaçait dans la situation où il estimait qu'il veut faire campagne, il pense qu'il n'aura pas les 3%, et au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, 10 000 personnes qui lui versent 100 euros chacune de dons, ce qui serait tout à fait concevable, ou 1000 personnes qui lui font 1000 euros de prêt, il a un contributeur qui lui fournit 1 million. Donc moi, si vous voulez, je suis curieux de nature. En plus, j'étais pendant 40 ans à la Cour des comptes, donc tout ça m'intéresse. J'aime bien fouiner et comprendre. Et c'est horriblement frustrant parce que d'où viennent ces 1 million, ce million? Bon, alors évidemment, on lui a dit, de toute façon, si on a la moindre hésitation, on informera Tracfin. Donc, eux, ils regarderont. Donc, dernière question, donc j'ai compris. D'abord, merci pour vos propositions concrètes et précises et je crois très utiles. Deux, j'ai bien compris votre rapport à Tracfin et votre demande de saisie de retour. Ils sont d'accord. Non, mais très bien. Et on pourrait comme ça nous le rajouter dans nos préconisations. Avez-vous pour le coup des relations avec des services de renseignement français qui permettraient parfois d'avoir des échanges, si oui, informels ou de façon formelle, sur des supputations de leur part ou de votre part d'ailleurs, dans le cadre d'élections ou de financement de la vie politique? Alors, on a des relations. Alors, on a eu des relations dans sa création avec Viginum, le service de la GDSN. Pardon, excusez-moi. Voilà, Viginum. Mais on ne les a pas revus depuis. Et nous avons des échanges frustrants mais réels avec Tracfin, c'est-à-dire que on les voit et on discute ensemble des dossiers, voilà, on fait des descriptions de cas types si vous voulez, donc on essaye d'avoir des échanges de nature professionnelle, mais c'est frustrant aussi bien pour eux que pour nous puisqu'ils ne peuvent pas nous donner des renseignements concrets sur des dossiers concrets qu'on leur envoie. On les inonde en ce moment de dossiers et je pense qu'ils sont très contents, mais
ils ne peuvent pas nous dire voilà ce qu'il en est, si vous voulez. Donc Tracfin, voilà. Alors sinon, on a des échanges, pas avec la DGSI. C'est pas qu'on ne veuille pas, mais enfin, on n'en a pas. Je cherche. La haute autorité pour la transparence. Ah bah oui, là aussi on a des échanges, bien sûr. Oui. Et donc vous n'avez jamais eu de signalement de services de renseignement ou d'autres? Non, d'accord. Pas ma connaissance. Enfin, je vous dis pas ma connaissance parce que en 30 ans de vie de cette commission, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Mais disons, voilà, je parle sous serment, donc je pense, en tout cas moi, de mon vivant, si je puis dire, je n'en connais pas. Madame Goulet. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Président, merci pour vos explications. Moi, j'ai une première question, c'est est-ce que vous avez des homologues européens de la Commission nationale des comptes de campagne? Est-ce que vous avez des homologues au niveau européen? Et est-ce que vous avez une harmonisation des contrôles? Ça, c'est la première chose, parce que, évidemment, c'est quand même important. La deuxième chose, on a bien compris la question de la traçabilité et de l'origine des fonds. C'est une question qui nous concerne tous quand on travaille notamment sur les questions de blanchiment, etc. Donc, c'est une question bien connue de nos services. C'est un peu normal que Tracfin ne redescende pas les informations puisqu'ils appartiennent à la communauté du renseignement, donc ils ne vont pas redescendre et on comprend bien la frustration. Est-ce qu'en revanche, vous pouvez avoir une action au niveau des banques parce que c'est quand même elles qui reçoivent l'argent avant Tracfin? Donc, quels sont vos... Parce qu'en fait, vous dites que vous êtes frustré en ce qui concerne les réponses sur l'origine des fonds, etc. Mais le premier signalement de fonds qui arrivent de l'étranger, etc., c'est quand même la banque qui, elle, qui a tout son contrôle prudentiel qui est parfaitement, qui fonctionne très très bien. Donc en fait, le premier verrou, si j'ose dire, ou le premier pare-feu, c'est la banque qui reçoit de l'argent de l'étranger et qui a déjà des questions à se poser sur l'origine des fonds, avant que ce soit vous. Donc quels sont vos rapports avec, je sais pas, l'autorité des banques, ou le contrôle prudentiel, la CPR, enfin je ne sais pas, toutes ces institutions qui sont là en matière de contrôle prudentiel et qui arrivent finalement avant vous, puisque normalement vous êtes au bout de cette chaîne-là. C'est d'abord la banque qui doit être alertée si elle a un mouvement atypique. Donc voilà, donc quelle est la position? Est-ce que vous avez des homologues européens? Si oui, comment ça coopère? Sinon, est-ce qu'il faut essayer de créer ça dans nos pays voisins et amis? Parce que ça me semble aussi important. Donc l'harmonisation. Et puis j'ai une dernière question qui est une vérification, parce qu'il me semble qu'on a encore les moyens de verser de l'argent sur des comptes de campagne en espèces, à condition de vérifier où il y a... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait grand temps d'interdire le versement d'espèces pour les comptes de campagne? Alors, je vais répondre tout de suite sur votre dernière question. Oui, effectivement, hein, c'est dans les versements. On peut recevoir les candidats peuvent recevoir des fonds pour des montants inférieurs à 150 € et dans la limite de 20% du compte. Moi, je partage. Nous ne faisons pas de proposition spécialement à ce sujet, mais je serais tenté de partager votre avis sur le fait que c'est un peu archaïque, parce que même dans les meetings, on peut payer par carte éventuellement. Alors, sur les homologues européens, alors en fait, pas du tout. C'est-à-dire pas du tout. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que l'autorité des partis politiques européens organise depuis 2 ans une réunion justement des instances nationales chargées des contrôles à la fois des campagnes et des partis politiques. Et en fait, il n'y a guère, en tout cas pas dans les grands pays, d'équivalent de la Commission nationale des comptes de campagne. C'est-à-dire, c'est soit l'administration, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, soit, par exemple, le financement de la vie politique en Allemagne, c'est le Bundestag. C'est la direction des finances du Bundestag qui répartit, si vous voulez, les crédits
et qui exerce une surveillance sur les comptes des partis politiques. Voilà, c'est un système qui n'a pas de rapport, et donc nous sommes une minorité. Il y a une minorité de pays à avoir un organisme tel que le nôtre, dans l'Union européenne, j'entends. Voilà, donc... et sur le blanchiment, oui, je partage tout à fait votre sentiment. Enfin, c'est plus qu'un sentiment, vous avez raison. Il appartient aux banques, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de faire les signalements qu'elles doivent faire en cas de mouvement suspect à Tracfin. Mais nous, bien entendu, nous ne sommes absolument pas informés. Et deuxièmement, pour la raison que je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où vous pouvez avoir des fonds, des prêts de personnes physiques qui n'ont même pas de conditions de nationalité, vous pouvez avoir des mouvements qui peuvent paraître normaux du point de vue bancaire et qui ne sont pas normaux du point de vue de notre point de vue. Parce que, évidemment, à la puissance 2, un financement qui viendrait d'un blanchiment, ça serait gravissime. Mais nous, c'est même pas ça. Nous, c'est simplement le risque que le financement vienne d'une société tout à fait normale, ayant pignon sur rue, existant dans un pays extra-Union européenne, et qui vient influencer la campagne nationale. C'est plutôt ça le sujet. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des remords pour une question? Ça prouve que vous avez été clair et complet, Monsieur le Président, donc je vous en remercie. Et nous allons pouvoir suspendre pour 2 minutes.